Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconversion Podcast, premier épisode de la saison 2, premier épisode également avec la réelle application du jeu. Donc comme on l'avait évoqué dans le dernier épisode de la saison 2, vous pourrez retrouver le lien de découverte de ce jeu qui a été créé par Suguna directement dans la description. Je vous laisse donc avec cet épisode, Maxime qui va nous parler de son parcours, de ses expériences, de ce qui lui a amené aujourd'hui à créer son entreprise pour partager ses connaissances. A tout de suite. Bienvenue Maxime. Merci de me recevoir, Julien. Je t'en prie, c'est un plaisir. On a eu l'occasion plusieurs fois de discuter. C'est vrai. Et je me suis dit que ça pouvait être un super épisode. Merci. Merci de ton invitation. Donc aujourd'hui, tu as ton cabinet. C'est ça. De consulting en management. Oui, tout à fait. Et RH. RH, oui. C'est ma spécialité, le management à la base. Et donc, forcément, le management, ça touche un peu aux ressources humaines. Ça marche. Ça fait combien de temps là? Ça fait quelques mois si ça fait 7 mois que l'activité est lancée, oui. 7 mois, aujourd'hui on est en avril, donc oui. Septembre dernier, c'est ça? Tout à fait. Ouais, donc c'est tout récent. Ok, super, à peu près en même temps que moi. Oui, c'est ça. Moi c'était mi-août, donc on s'est très vite rencontrés. Aujourd'hui tu as donc cette activité. Oui. Quelles ont été tes études? Qu'est-ce qui t'a amené à la vie professionnelle dans un premier temps? Quel est le parcours que tu as eu? Alors, c'est une saga. Moi, je dirais c'est une très très longue histoire en fait qui remonte sur le Seigneur des Anneaux. On pourrait, je pense, mais ça serait peut-être pas aussi bien écrit que J.R.R. Tolkien. Ouais, tant que tu me vois entre des hobbits et des nains, moi ça me va. Ça commence au Mordor. Non, je plaisante. Ça commence il y a une vingtaine d'années en fait. Je suis un jeune étudiant avec un parcours, je dirais pas chaotique, mais on pourrait dire un parcours mal défini. Donc j'ai fait un bac L dans une institution, et puis à la sortie de ce bac, je suis comme beaucoup de jeunes de mon âge qui n'a pas tracé d'avenir, je suis un peu paumé. Donc j'entreprends une première année de droit sur Valenciennes, année de droit que je termine, mais ça me plaît pas, je dirais même ça me gave un petit peu, donc je me dis allez, je vais faire autre chose, je vais faire psychologie. Donc là je débarque à Lille 3, je fais une première année de psycho et clairement j'adhère pas non plus forcément à la matière, ni forcément à la vie étudiante. Okay. Et là se pose la question de qu'est-ce que je fais maintenant. Et il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, on n'était pas aussi bien renseigné sur les possibilités de travailler au-delà du fait de faire des études. Donc l'alternance n'était pas aussi développée que maintenant, il y avait beaucoup moins d'organismes d'accompagnement, et là, grosse inquiétude pour ma mère. Dans le parcours scolaire, enfin moi je l'ai vécu comme ça, j'en parle régulièrement. Dans mon parcours scolaire, j'ai fait un stage en première de 2 jours. Donc un stage où t'es pistonné. Oui. Et c'est la seule expérience pro que j'avais au moment où j'ai dû remplir admission post-bac et choisir mes études supérieures. Ouais, je comprends. Donc un peu dans le même principe. Moi j'ai pris ce qui me semblait la suite logique. J'avais fait un bac S, je me suis dit bon, l'école d'ingénieur derrière, je peux rentrer dedans, pourquoi pas. Et à la première année, je me suis dit mais non, en fait c'est pas moi. On se fixe toujours de très grandes ambitions en général, on est jeune, on n'est pas conscient, on va dire, du travail, de l'investissement que ça va nécessiter. Moi j'avais l'impression en sortant, enfin aujourd'hui avec mon regard d'adulte, quand je regarde le Julien étudiant, je me dis qu'à ce moment-là, je devais être conscient de 4% des métiers qui existent en réalité. Exactement. Le conseiller d'orientation, je voyais en général une fois en 3e, il était très peu disponible, et puis lui-même n'était pas forcément quelqu'un qui est à l'origine très bien orienté, donc est-ce qu'il était le plus à même Est-ce qu'il connaît lui-même les différents métiers? Et puis, exactement. On est à peu près de la même génération. On a aussi été dans un moment où on a démarré nos carrières, où il y avait plein de métiers émergents, encore aujourd'hui, mais il y a plein de nouveaux métiers aussi qui se sont créés et sur lesquels du coup on n'était pas renseigné, qui n'étaient même pas forcément pris au sérieux au début. Tout à fait. Ouais. Et mais bon, je t'ai interrompu. Non, très très bien, tu as bien fait, parce que justement c'est intéressant de voir que malgré la différence d'âge, ce type de problématique a encore lieu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, parmi ce parcours un peu chaotique, j'ai une mère qui m'a dit écoute, fils, tu veux pas faire d'études, c'est simple, il va falloir que tu bosses maintenant. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu habites Valenciennes, que t'as pas le permis, que t'as pas de niveau d'études, parce que le bac aujourd'hui, comme m'a dit un ami, c'est une clé. Ouais. Mais ça n'est pas un diplôme qui te permet de faire grand chose, c'est le minimum aujourd'hui, un requis. Donc qu'est-ce que tu fais? Il y a deux solutions. Un peu tout à l'heure, je pense. Il y a 2 solutions. Tu vas travailler sur une plateforme de phoning, donc B2S, qui était l'un des plus gros pourvoyeurs d'emploi du Valenciennois à l'époque. Puis le deuxième, il y a McDo.
Voilà, McDo, il te prend comme tu es. C'était pas le slogan de l'époque, mais clairement, il te prenait à l'époque comme tu étais. Et donc, je me retrouve chez McDo. Je fais mon premier véritable entretien d'embauche chez eux, et puis je commence comme équipier polyvalent. Ouais. Exactement. C'est pas la même chose. McDonald's de Denain, voilà, puisqu'à l'époque, je vivais dans le secteur de Denain, c'était le plus proche. Et je me retrouve au poste à frites un mercredi après-midi. Voilà. Moi, c'était Quick, mais à l'ERS. Moi, j'étais de la métropole lilloise, mais Quick à l'ERS en stoppant mon école d'ingé. Donc, pour l'instant, on se suit. Donc McDo, voilà, McDo, comme je dis toujours, une magnifique expérience. Beaucoup de gens décrivent le concept même de l'entreprise, libre à eux de le faire. En tout cas, même si je ne suis plus forcément consommateur de leurs produits aujourd'hui, j'en garde du point de vue professionnel d'incroyables souvenirs, je dirais, puisque c'est eux qui m'ont permis vraiment de connaître ce qu'était le management. Par cette organisation très, je dirais pas militaire, parce qu'il y avait quand même une grosse ouverture, justement, par rapport à des jeunes avec mon profil, des jeunes qui font pas ou peu d'études, voilà, et qui ont besoin de bosser pour vivre. Et leur imposer une rigueur, des obligations, des process, contraintes, des de l'alimentaire. c'est tout à fait ça. McDo est beaucoup plus contrôlé que d'autres restaurants, donc ils sont d'autant plus stricts. Il y a une rigueur en termes d'hygiène et de respect des normes agroalimentaires que peu de restaurants traditionnels égalent encore aujourd'hui. Oui, c'est une réalité. Ils sont de toute façon, dès qu'il y a une problématique chez eux, tout de suite, ils ont une cible sur le dos, hein, comme on pourrait dire. Donc en fait, ils rigolent pas du tout avec ce genre de choses. Le volume qu'ils brassent, je pense. Enfin, ça doit être un des critères, mais ils brassent beaucoup plus de volume qu'un restaurant traditionnel. Donc s'il y a un problème quelque part, c'est 5 fois plus de monde qui peut être impacté. Alors je veux pas leur faire de la pub, je veux pas que tu crois que je suis venu ici pour faire de la pub à McDo France. Hein, mais moi j'ai vécu la même chose, je sais que c'était hyper strict sur toutes ces... C'est 2 millions de repas servis tous les jours. En France ? Ouais. C'est énorme. On est en McDo France, c'est une personne sur 25-30 quoi, quasi. Qui consomme un McDo quasi quotidiennement, c'est énorme. Donc effectivement, si derrière, dans un restaurant, on ne respecte pas les normes d'hygiène, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur. Et la presse aujourd'hui fait pas de procès d'intention à cette franchise, donc c'est que ça se passe plutôt bien en interne, quoi, dans l'ensemble. Ça marche. Voilà. Combien de temps chez McDo, combien de temps en tant qu'équipier? Est-ce qu'il y a eu une progression à un moment? Ouais, tout à fait. Je te parlais du Mordor tout à l'heure. C'est une expérience vraiment qui m'est arrivée. J'ai commencé une de mes conférences une fois comme cela, en expliquant comment j'avais mis le pied à l'étrier du management. Je me retrouve un samedi soir. Là, j'avais été muté au McDo du Valenciennes-Gaumont, à côté du cinéma. Ouais. Je m'étais rapproché de Valenciennes. Plus gros volume, plus de passages. Exactement. J'avais une petite année de boulot en équipier, hein, et puis bien sûr, je faisais des heures en plus, donc j'arrivais à vivre de ça. Je vivais encore chez maman. et un soir, en fait, je découvre sur le plan, ce qu'on appelle le football field chez McDo. Hein, c'est comme. Est-ce que t'es aux frites, est-ce que t'es au burger? C'est tout à fait ça. Je découvre que je suis au poste charnière. Le bin? Exactement. Ouais. Voilà. Donc je suis au bin. Donc le bin, c'est la personne qui met les burgers dans les boîtes, qui les met en place et qui dit aux équipiers derrière, vous m'envoyez des Big Mac, vous m'envoyez des Quick and Toast. Et pour l'anecdote, on est samedi soir, on est au McDo du Gaumont. C'est le rush, c'est le gros rush de la semaine. Le 3e volet des aventures du petit sorcier anglais viennent de sortir le mercredi même. Donc il y a du monde qui va au cinéma, il y a la queue. C'est le Mordor, il n'y a pas d'autre terme. L'enfer, vois-le comme tu veux. Mais quand je vois mon nom inscrit sur le football field à ce poste charnière, j'ai vu tous mes ancêtres. Pas me planter. J'ai vu tous mes ancêtres et je me suis dit, sur le coup, j'ai eu une vraie peur en fait professionnelle, un pic de stress, je dirais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir le manager? Est-ce qu'il y a une erreur, etc. Est-ce que je lui dis, c'est pas possible? Donc, je vais voir le manager, je lui dis, t'es sûr que je mets là? J'ai jamais fait, c'est samedi soir, c'est le plus gros chiffre d'affaires de la semaine. Il dit, ouais, c'est bon. Il dit, de toute façon, le chef d'équipe, il est pas là. Il dit, j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Ça se galvanise? Ça m'a aidé à prendre sur moi. Je suis allé donc derrière mon bin, et là, il y avait 3 gars en uniforme qui m'attendaient, et puis
Pour tes Là, coups de chef. ouais, bon, j'exagère, hein, on n'était pas à Verdun non plus, mais quand tu vois la tête de tes clients en face de l'autre côté du bin, bah, c'est comme si tu avais les Les Allemands dans la... queues qui s'allongent. C'est ça, Parce exactement. qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de machine de réservation à Du l'époque. Les tout, gens du faisaient tout. la queue derrière. Les cuisines étaient à l'ancienne et en fait, c'est vraiment le chef d'équipe au bin qui imprimait la cadence. C'est lui qui disait ce qu'il fallait envoyer et quand il fallait le faire. Donc si ça marche pas, c'est toi le responsable. La soirée se passe et la soirée s'est plutôt très très bien passée et ça nous a valu des anecdotes mémorables avec le manager en question. Et ça a été ma première véritable expérience de manager. Ok. À ce moment-là, quand tu sors de cette soirée-là, est-ce que tu dis ah, c'était vachement bien, j'ai bien aimé ce que je faisais, d'avoir un peu ce côté de bouger les équipes, de motivation, de stimulation des autres, de surveiller ces. Alors, c'est pas des KPI, mais du coup, Mhm. c'est des C'est des, K- quantités de burgers en attente, c'est mais des KPI, c'est tes une tableaux forme à de... toi, Ouais. c'était des Big Mac les uns derrière les autres. Et exactement, il y a ça, il y a le fait que tu dois contrôler aussi la qualité du produit, Oui. puisqu'au bout d'un certain temps, ton produit n'est plus consommable. Ouais. Aujourd'hui, ils fabriquent tout à la commande. À l'époque, c'était pas le cas, Ouais, c'était 10 minutes, j'insiste. 10 minutes, le burger C'était sortait. c'était moins que ça. Moins que ça? Moins que Ok. ça. Donc, au bout d'un moment, tu es responsable des pertes, tu es responsable du mécontentement des clients si en face, tes collègues peuvent pas servir dans les temps. Et donc la sortie de cette soirée est euphorique. Euphorique, sur un petit nuage. Parce qu'à l'époque, le soir, on faisait le nettoyage du Ouais. resto. On démontait tout, on nettoyait, on allait en plonge, etc. On remontait pour que le lendemain, ils puissent commencer à exploiter le plus tôt possible. Et là, une super soirée. Mes collègues qui me félicitent parce que ça s'est bien passé. Ouais, t'as Ils ont géré. passé une bonne soirée grâce aux instructions que j'ai données. Le manager qui, pareil, a pu faire un très bon chiffre d'affaires. On a été félicité d'ailleurs par le franchisé le dimanche même parce qu'on avait vraiment fait de bons chiffres. Donc c'était vraiment top. Pour en tout cas un garçon sans niveau d'études, avec très peu d'expérience, c'était une bonne première. En tout cas. Cool, cool. Et est-ce que suite à ça, au bout de quelques temps, le statut de management s'est concrétisé? Alors, Manager, pardon? oui, tout à fait, parce que le chef d'équipe qui était absent ce jour-là a décidé de faire autre chose à un moment donné. Un chef d'équipe, c'est le premier statut chez McDonald's où tu as un vrai poste rémunérateur, tu as l'équivalent d'un SMIC en fait, parce que tu es à temps plein Ouais. quand tu es chef d'équipe. Et là, on me le propose. C'est la directrice du restaurant qui me le propose. C'était une épreuve du feu, tu penses que où on t'a dit on va voir comment il fait ses armes, le petit Maxime, on va voir s'il vaut le coup? Alors, clairement, comme dans toute pyramide hiérarchique ou comme dans toute entreprise, chez McDo, tu as aussi des gens qui ont des volontés de vouloir évoluer. C'est le nerf de la guerre. Mmh. Plus tu fais d'heures, plus tu Et ils gagnes ont senti que d'argent. tu avais ce profil ambitieux. Et effectivement, c'est la directrice du resto qui s'est dit, il est plutôt bien câblé, ça se passe bien devant, parce que j'étais équipier polyvalent, donc j'allais aussi bien devant que Ok, derrière. c'est, Ça se passe bien devant avec les clients, il s'est gardé son sang-froid quand il y a des montées de stress, etc. J'ai des bons résultats au service, et en plus derrière, il connaît le fonctionnement global de Ouais. toutes les machines. Donc on va le tester, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai compris bien plus tard. Ok, ça marche. Combien de temps tu fais du coup chez McDo? Chez McDo, j'y reste un peu moins de 5 ans. Ok. Et quand je quitte le McDo, je suis manager confirmé. Je suis passé par les postes de responsable des stocks. Donc c'est moi qui effectuais toutes les commandes du restaurant. C'est de ta faute s'il n'y a pas assez de frites? C'est un peu l'idée, voilà, frites, salades, les steaks congelés, les pains. Voilà, donc responsable des réceptions, des livraisons, et responsable planification également, Ok. qui sont deux postes en fait similaires, ce sont des missions connexes au métier de manager chez McDonald's. Voilà. Ok, très bien. Donc là, tu as 25 ans, quelque chose comme ça? Moi, j'ai 25 ans, À ce moment-là. à peu près, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, 27. Oui, 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 à peu de choses près, ouais, ouais, tu en rajoutes, un peu plus de 15 peut-être. Qu'est-ce qui se passe après McDo? Qu'est-ce qui se passe après McDo? Je vivote, je vais travailler pour un petit journal local. Ouais. Petit journal local qui s'est créé, voilà, et qui a des ambitions, qui traite en fait de RSE, de développement durable, et qui était un peu en avance sur son temps, et qui malheureusement n'a pas dépassé sa première année. C'était un journal 100% indépendant, financé avec des fonds privés. C'est le bac L qui remonte. C'est un petit peu ça l'idée. Je connaissais la personne en fait qui lançait le projet. On a été mis en contact. Le feeling était bien passé et ça a été une expérience, on va dire, mon premier pas dans l'entrepreneuriat, sauf que j'étais salarié. Ok. Mais Voilà. premier poste à responsabilité, c'est pas le bon terme parce que chez McDo t'en avais. Oui. Et le premier poste avec plus d'autonomie.
du coup? C'est ça, puisque, j'avais effectivement des tâches planifiées. J'étais responsable en fait, de la distribution, des magazines, je faisais de la prospection, j'alimentais également le site internet. Les sites web aujourd'hui, c'était pas aussi développé, que maintenant. Voilà, il y avait pas autant de super, fournisseurs pour Fonctionnalité, t'accompagner exactement. Donc c'était, ça me prenait énormément de temps. OK, ça marche. Donc 1 an à peu près Un an, la voilà, durée de vie de ce journal. c'est ça. Je, Après ça je reviens un peu dans un métier qu'on pourrait dire aussi en tension, un peu ouais. par le fruit du hasard, parce que mes choix professionnels, c'est beaucoup le fruit du hasard. Mais il paraît qu'il y a pas de hasard. Oui, tu au bon endroit au bon moment? C'est ça. Je suis, licencié éco du Ouais, fameux journal, donc je suis dans un dispositif qui me permet, grosso modo, de redéfinir un projet ouais, entrepreneurial, mais je veux bosser, je veux pas être au chômage. OK, Donc au bout de 3 4 semaines, j'entends parler qu'il y a un poste de réceptionniste au Grand Hôtel de Valenciennes. OK. Je dis: «Allons-y, Grand écart encore une fois avec ce que tu enfin, allons-y». il y a un petit peu de contact client, un petit peu comme chez C'est McDo, mais ça. c'est pas la même clientèle. On reste dans le service. Et alors là, 2 salles, 2 ambiances. Je passe, d'une marque américaine, française à une maison traditionnelle d'hôtellerie et je découvre un tout autre, milieu professionnel. OK. La rigueur, différemment? Fonctionnement très à l'ancienne. OK, Management très directif, une façon de faire qui n'a pas beaucoup évolué depuis les années 50-60, mais à côté de ça, avec énormément, de choses bénéfiques. OK, Voilà, une rigueur plus militaire que ce que j'ai connu, chez McDo, un côté où on essayait toujours de travailler sur la satisfaction du client, ouais. quelle que soit la demande du client, donc ça m'a permis d'acquérir une véritable rigueur. Donc on s'éloigne du rendement pour aller plutôt vers une qualité de service. Tout à fait, OK. exactement. Quand tu es à ce moment-là, donc tu as 26-27 ans, Oui. quelque chose comme ça, tu as déjà cet esprit critique sur le management en te disant: «Tiens, quand j'étais là-bas, je me rends compte que c'était plutôt ça qu'on attendait de moi ou que, ou qu'on me demandait de reproduire avec les équipes. Dans mon deuxième métier, c'était ça, aujourd'hui c'est ça». Est-ce que tu commences déjà à te faire un peu ton plan dans ta tête du management optimal? Exactement. C'est une réflexion extrêmement pertinente que tu as, puisque en passant justement d'une société où tout est extrêmement bien calibré, avec un centre de formation en région parisienne, où tu as un classeur avec tes modules d'apprentissage, où vraiment tu es pris en main de A à Z pour devenir un manager efficace et serein, je dirais, le Mmh. plus possible. Là, je me retrouve dans une maison où le management, c'est un peu au coup de pied aux fesses, à Ouais, l'ancienne. Et donc, tu apprends c'est la à méritocratie. au-delà de ça, tu apprends surtout par l'échec. OK, Donc, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est vraiment d'accepter, cette façon de fonctionner. ouais. À côté de ça, j'ai pu y côtoyer, une diversité de clientèle extrêmement intéressante. J'ai fréquenté, des personnalités de la politique, de tous bords confondus. Donc, avec, les obligations protocolaires que ça induit derrière. J'ai eu l'occasion de rencontrer, pas mal de célébrités, que ce soit du cinéma, de la télé ou même, de festivals de musique, puisque on hébergeait, les guests, du festival de cinéma. Oui, c'est un peu le point de chute, heu, des personnes, VIP C'est entre ça, guillemets sur tout à Valenciennes. Au fait. final, cet hôtel-là, pour les gens qui sont pas forcément d'ici, À l'époque, ça c'est, l'était, ouais, exactement. C'était, ce qu'on pourrait appeler, avant qu'il y ait la concurrence qui arrive, mais plus ou moins l'hôtel le plus luxueux du ouais. Valenciennois. Ça m'a permis énormément de retravailler mon anglais qui, Ouais, s'était rouillé depuis l'école. Donc à l'époque, j'étais parfaitement bilingue puisqu'on recevait une clientèle internationale. Donc il y avait quand même des choses qui étaient extrêmement stimulantes. Voilà. OK. Organiser quand, un quart d'allemand arrive, à qui on va attribuer telle ou telle chambre en fonction des susceptibilités. Donc, moi qui suis parfois un peu monomaniaque sur, la résolution de certains problèmes, bah, ça m'a aidé à travailler ce Ça t'est côté-là. venu titiller ton petit côté, C'est ça, «Ah, je vais pouvoir me casser la tête pour trouver la c'est bonne ça, solution». oui. OK. Tu y fais combien de temps? Je fais ça 2 ans et demi. OK, 2 ans et demi et sans hasard, je présume, là, je me fais débaucher. OK. Voilà. Je pars dans un domaine complètement différent, nettoyage industriel. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus te chercher là-bas? C'est un contact de contact de contact C'est un ou? peu ça l'idée, OK. exactement. Il y avait Parce un que a priori, ils vont pas chercher les personnes à la réception des hôtels, non, non, non. Et cette personne, en fait, elle crée une société de nettoyage industriel dans le Valenciennois. Ça fait 1 an que la société existe.
Elle s'est bien implantée, mais ça reste une petite boîte. Voilà, ils sont implantés sur Bruay. Et il vient me chercher parce qu'il a besoin en fait d'un manager. Ok. Un manager terrain. Donc c'est une véritable fonction dans le nettoyage industriel pour faire le suivi des chantiers, pour aller rencontrer les clients, pour faire du contrôle qualité, pour faire les remplacements, pour Donc, recruter. tu gères les équipes qui vont faire le nettoyage auprès Exactement. d'autres structures, c'est ça? C'est ça. Donc si tu as un des équipiers qui te contacte le matin qui dit je suis malade, j'ai une grippe, je peux pas venir, c'est à toi que repose la responsabilité de il faut que je trouve une autre personne qui va aller à celui-là, qui va assurer la presta parce que sinon le client soit va être déçu, soit peut peut-être avoir des impacts dans son activité parce qu'il y a des obligations de stérilité Mhm. ou je ne sais quoi, soit peut-être l'entreprise peut perdre le client et là ça peut avoir des grosses conséquences. Tu as parfaitement résumé la fiche de poste que j'avais Grosse à l'époque. responsabilité. C'est ça, exactement. Donc là, j'apprends vraiment ce que c'est que travailler sur des horaires où ça peut commencer très tôt et finir très très tard Ouais. également. Devoir être considéré comme 100% responsable de ce qui va et de ce qui ne va pas sur tout un secteur d'activité, puisqu'à l'époque, en tant que seul manager, j'avais des chantiers donc sur la région lilloise, le Douaisis, j'en avais dans le Maubeugeois, sur le Valenciennois, et j'en avais même sur Saint-Quentin également. C'est la plus grosse équipe aussi, j'imagine, que tu as eu à gérer à ce moment-là? Non, Ok. non, non. C'est venu bien plus tard. Oui, oui, jusque-là, Oui, oui, oui. c'était la plus grosse équipe que tu as eu à gérer. Sur le boulot chez McDo, en tant que manager, tu peux être amené à gérer 20-30 personnes, mais tu es sur une unité concentrée, Ouais. monochantier, comme on dirait dans la propreté. Là, tu gères 80-90 personnes Et qui sur sont en des plus chantiers dispatchés éclatés sur sur une tout un région. territoire. Donc tu démultiplies les problématiques potentielles. Et c'est d'ailleurs pour ça que la profession prend très au sérieux le rôle de manager, en fait, hein. Ok, Toutes les entreprises de propreté ont des managers en interne parce que c'est un poste c'est charnière, obligatoire pour ça. quasiment. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je fais ça pendant plusieurs années. Ok, Et quand je dis plusieurs années, c'est plus d'une décennie. donc plus grosse expérience aussi professionnelle. Tout à fait continue. Ok, Exactement. Dans deux entreprises différentes. ça marche. Voilà. Dans la première où j'ai commencé, je suis d'abord ce qu'on appelle manager de secteur. Ouais. Je gère tout un territoire. Puis j'évolue au poste de directeur d'exploitation. Ok, Je deviens manager de manager. L'entreprise s'est développée, elle a grossi, elle a embauché d'autres managers. Et il se trouve que par l'ancienneté, l'expérience et la capacité, si ouais, tu me permets, je suis celui qu'on choisit pour prendre ce poste-là. ok, Voilà. Donc moi, je suis en charge de superviser en fait toute l'activité de nos agents d'entretien ok. via l'activité des managers. Ton esprit critique sur le management, à ce moment-là, tu continues à étoffer, à mettre des petites billes de côté. Et, tiens, ça j'ai vu que ça avait bien marché, ça j'ai vu que ça avait bien marché, et tu construis ton expérience comme ça? C'est ça. Parce que, initialement parlant, les managers qu'on a intégrés, j'ai contribué à les former. Donc je les ai un peu formés à mon image, Ouais. c'est-à-dire avec une certaine exigence, le goût du travail bien fait, l'investissement personnel, et puis savoir déconner de temps en temps pour lâcher Ouais. la pression, pour justement pas exploser en plein vol, ce qui est un mal du métier. Ok, En devenant directeur d'exploitation, on me demande de facto de prendre un petit peu de hauteur supplémentaire, puisque je ne vais plus seulement collaborer avec les personnes qui sont autour de moi, je vais aussi être responsable de leurs propres résultats. Donc je prends une nouvelle responsabilité. ok. On parle de chiffres, de rentabilité, de pertes, de profit, et puis de gestion de l'humain, puisque le manager est un humain comme un autre, et il a aussi ses hauts et ses bas. Ça marche. Donc ça, première expérience, enfin première entreprise. Oui. Deuxième entreprise, on te fait entre au même poste? On me fait entrer au même poste, exactement. Je quitte l'entreprise, la première, d'un commun accord avec mon ancien employeur. Voilà. On pourrait parler de valeurs communes qui n'étaient Ok. plus forcément alignées. C'est un sujet qui revient souvent dans mes accompagnements, mais c'était le cas pour moi. Donc on décide de se séparer en se serrant la main. Et puis 2 mois après, je suis contacté, encore une fois, il n'y a pas de hasard, par une autre entreprise de nettoyage industriel, toujours dans le secteur du Grand Valenciennois, Mhm. et qui me contacte parce qu'il recherche justement un directeur d'exploitation sur donc un poste similaire à celui que j'occupais précédemment. Ça marche. Donc l'ensemble de ces missions, tu disais, ça fait une grosse dizaine d'années. Ouais, Si mes calculs sont bons, on n'est pas loin de ta reconversion, ta dernière reconversion. exactement. Et qu'est-ce qui t'amène à créer ce cabinet, donc WM Mhm. ou MM? MM, MM, Maxime excuse-moi. Malacarne. Qu'est-ce qui t'amène à créer le cabinet MM? Une prise de conscience, comme on dit en coaching, en fait. Je me retrouvais dans un secteur d'activité dans lequel, professionnellement parlant, j'avais fait mon trou. Ouais, Donc finalement, j'étais dans un job qui était bien calibré.
je ne dirais pas plan-plan, parce que T'as- t'as- c'est... t'as- Enfin, si j'interprète bien, tu me dis, tu es arrivé, tu as remodelé à ta façon, tu as réussi à mettre en place une mécanique qui roule, Mhm. et là, tu n'en arrives plus qu'à avoir un boulot de contrôle sur ce que tu as mis en place, mais est-ce que tu as un manque de stimulation de te dire, ah, j'ai plus quelque chose à retravailler pour refaire fonctionner ce petit truc, ce petit rouage qui avait peut-être une poussière dedans quand je suis arrivé? Alors, quand tu arrives à des postes de gestion comme j'étais, tu perds le contact avec le terrain. Ouais, Ce qui était l'une des choses qui était fondamentale pour moi, en ouais. tout cas dans mon Parce que c'est épanouissement lié avec tes professionnel. premières expériences. Tout à fait. J'aimais accompagner mes managers régulièrement sur le terrain, mais je n'avais plus, moi, de légitimité réelle aux yeux des clients ou même de mon entreprise pour y aller. Ouais. C'était plus Ouais, t'es arrivé, t'étais en figure de contrôle. exactement. Et cette position ne me plaisait pas. Mon but, c'était pas de faire du micromanagement. Mon but, c'était vraiment amener mes équipes à se passer de moi. Ok, Et quand est arrivé le moment où je me suis rendu compte que mes équipes pouvaient réellement se passer de moi, je suis allé voir mon patron, je lui ai expliqué ma situation, ce que j'aimerais faire, et ça m'a été accordé. super. Donc là, aujourd'hui, ton boulot, c'est d'accompagner des entreprises où justement il y a une thématique de management à revoir, à Mhm. retravailler, de faire avec un diagnostic, un bilan Oui, sur quelle est la situation aujourd'hui. Toi, avec ton expertise, ton expérience, d'identifier les points de blocage qu'il peut y avoir exactement. et de leur amener une ligne de conduite pour sortir de cette situation, sortir de ce blocage et faire rouler le management dans ces structures, c'est ça? Alors, on n'est pas loin de la vérité. Tu as assez bien résumé ce que je fais aujourd'hui au sein du cabinet MM. J'ai une triple casquette. Ok, Donc effectivement, ce que tu viens de décrire, c'est plus mon rôle de consultant indépendant. ok, Voilà, où effectivement, quand une problématique avérée est présente dans une entreprise, je suis amené à pouvoir y aller, faire un audit, faire des préconisations dans le respect des individus et surtout du fonctionnement de l'entreprise, pour lui permettre justement de trouver les solutions ou de mettre en place les solutions qui lui permettra de réatteindre dire, ses niveaux de performance attendus. ok, Ensuite, j'ai la casquette de formateur, puisque la formation aujourd'hui est un indispensable de mon métier. Donc j'ai créé des programmes de formation et des modules qui peuvent s'assembler les uns les autres en fonction des besoins réels de mes clients, toujours sur cette thématique du management. Le but de ces formations, c'est de mettre tout le monde sur un même soumettre des piédestal. méthodes aux Exactement, managers pour les calibrer sur ce nouveau plan c'est ça. qui est abordé. Et ça peut aller très très loin. Ça peut être comment mieux communiquer avec l'ensemble de mes équipes, Ok. comment adapter mon style, ma posture managériale, comment gagner en légitimité. Parce qu'aujourd'hui, Ok. beaucoup de managers sont nommés à des postes de management sous la forme d'une promotion en fait, Ouais. parce qu'ils sont bons et donc on va dire tu vas gérer l'équipe maintenant. Il sait bien faire son job, du coup on va le mettre à un poste où il va devoir apprendre aux autres à faire comme lui, Exactement. mais il a peut-être pas ses capacités de transmission de base, il faut peut-être lui apprendre comment transmettre. Tout à fait. J'ai Ok. eu cette chance professionnellement qu'on m'apprenne à un moment donné comment le faire. Ça marche. Et c'est donc cet objectif que je vise en tant que professionnel à ce niveau-là. Et la troisième casquette? Celle de coach professionnel. Puisque je ne me suis pas endormi sur mes lauriers, mais depuis que j'ai quitté ma dernière entreprise, j'ai entrepris une formation professionnelle RNCP pour devenir coach pro Ok. auprès d'une école de coaching reconnue. Et cette formation, en fait, m'a appris déjà ce qu'était le métier de coach, sur lequel Ouais. j'avais beaucoup, on va dire, d'idées préconstruites, oui. voilà, A priori, et que j'ai déconstruite en faisant justement cette formation. Et ça me permet d'apporter à l'ensemble de mes clients un autre point de vue sur leur situation. ok. Donc une ouverture d'esprit et C'est ça. une ouverture d'esprit. On va favoriser la prise de conscience par le coaching. Mon but en tant que coach, quand j'ai cette posture, ça n'est pas de dire à mon client comment il doit faire, mais c'est de l'aider à trouver les ressources en lui pour savoir comment il doit Pourquoi faire. aujourd'hui il ne le fait pas? Ok. C'est subtil, mais il y a une nette différence entre le coaching et la formation en fonction des problématiques. L'adaptabilité peut-être aussi en partie. C'est ça, Ok. tout à fait. Ça marche. Petite nouveauté de cette deuxième saison, je vais te demander de tirer une carte d'un jeu qui m'a été confié par Suguna, qui a créé un jeu avec des cartes, avec dessus des phrases, des mantras qui l'ont accompagné dans sa transition professionnelle. Et je vais demander du coup de lire cette carte Oui. et de me dire si ça fait écho à quelque chose au cours de ton parcours professionnel. Ok. Je ferme les yeux. Je te fais confiance. Tu les as marqués. Absolument. Parfait. Non, pas celle-là. Mince.
Chère culpabilité, c'est fini. Notre histoire s'arrête là. Ça te parle? Ça me parle tout à fait, oui. C'est qui? Alors, c'est quel Maxime qui a Alors, vécu ça? c'est le Maxime, directeur d'exploitation. Ok. Voilà, dernière expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon parcours pro en tant que salarié, il m'est arrivé de culpabiliser de ne pas trouver quoi faire de mes journées. Ok. Tu te disais, je suis payé, mais en fait, j'ai l'impression de rien faire. C'est un peu l'idée. Alors, Et c'est ce qui a amené cette transition? oui, exactement. C'est cette prise de conscience, on va dire, assez aiguë, hein, qui s'est fait certaines journées un peu dans la douleur, parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question par Ouais. rapport à ses idées reçues, et effectivement, la culpabilité, c'était tout à fait le mot approprié pour décrire cette sensation qui m'arrivait de ressentir le matin au boulot, quand mes équipes étaient parties, que les problèmes étaient gérés, etc., de me dire, finalement, je suis cher payé pour ce que je produis. C'était l'impression que j'avais. Ok. Et tu prenais plus en considération tout ce que tu avais abattu avant. Oui, parce que comme on dit, un morceau avalé n'a plus de goût. Donc, les Ça choses marche. bien, on vous dit rarement quand elles sont bien, on vous dira quand ça va mal. J'étais là dans une espèce de position un C'est peu sur l'entre-deux, quoi. d'équilibriste, où c'était ni bien ni mal, voilà, et cette neutralité ne me convenait plus du tout. Super. Merci. Je vais te demander une C'est à dernière toi. petite chose. Je t'avais demandé de me ramener une carte. J'ai vu que tu l'avais préparée ici. Oui, Je vais te remettre la carte de Lily, qui est la dernière personne qu'on a reçue dans la saison 1. génial, Je vais prendre la tienne, que je Ouais. confierai à la prochaine personne qu'on reçoit. s'il te plaît. Merci. Hop. Tiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu pour ce podcast. C'était un super épisode, hyper intéressant, très Avec beau grand parcours. plaisir, Julien. C'était hyper intéressant. Je suis sûr que ça fera un super épisode. Mais j'espère. Merci à toutes celles et ceux qui nous auront suivis. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, faire vivre le podcast. Et on se revoit, j'espère, très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.